Brexit has won, c'est ce qu'on disait il y a 2 ans. Brexit will occur, c'est ce qu'on dira dans quelques mois, quelques semaines même maintenant. Bref, un accord a été trouvé entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Accord qui prévoit, pas mal de choses, je vous le disais dans le journal, on va pas y revenir dans les détails maintenant. En tout cas, Theresa May est arrivée avec un papier de Bruxelles, un papier, en l'occurrence 500 feuilles de papier, pour un accord technique et provisoire, mais un accord quand même. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? C'est le thème de ce débat des éditorialistes de LVE, Ryoma Takeuchi et Clément Le Fur, parce que Arnaud Dika elle nous a fait défaut. C'est dommage parce qu'il est en Angleterre, donc c'était intéressant. Bref, Ryoma Takeuchi, are you for or against? En fait, alors, pour ou contre? J'ai beaucoup de respect pour le principe d'autodétermination des peuples, et donc du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, puisque les deux expressions veulent dire à peu près la même chose. Hein. Ouais. À peu près, je dis bien. Ouais. Et donc, quelque part, après tout, je dirais que les personnes en possession de la nationalité britannique auront tout le loisir de me contredire. Il n'empêche que, pour ma part, une partie des gens qui ont voté pour le Brexit se sont retrouvés plutôt floués. De mes connaissances, certaines personnes ont dit vraiment que leur vote avait été un petit peu orienté dans le mauvais sens. Et donc, j'aurais tendance à les suivre, je dirais plutôt contre. Clément ? De toute façon, cet accord n'arrivera jamais à son terme. Ça me semble, moi, assez évident. Je veux dire que déjà, faut qu'il passe 2 fois en Angleterre, il me semble. Les 2 chambres déjà. Il faut qu'il passe les 2 chambres, qu'il soit approuvé par un comité de l'Europe. À ce moment-là, il repasse en Angleterre. Non, la procédure normalement déjà il faut que pour que cet accord devienne un traité, il faut qu'il soit signé, ce qui va arriver la semaine prochaine. Et à ce moment-là, ça passera devant le Parlement, mais il n'y aura qu'un seul vote. Il me semble que non. Enfin, là, alors, il y a eu de toute manière, il y aura il passe par l'Europe par un conseil de l'Europe. La semaine, et après, il est voté dans chaque pays après, il me semble. Ça c'est pas sûr. Hein. Ça c'est pas sûr, ça se vérifie. Je crois justement sur un article de la BBC. Mais en tout cas, vous diriez que c'est un bon accord ou pas? Il sera pas voté. Donc non, on peut quand même, à partir de ça, qu'il soit voté ou non. C'est-à-dire que il met en difficulté le pouvoir de Theresa May. Ouais. Parce que de toute façon, son camp commence à se retourner contre elle. C'est-à-dire qu'elle a une position de Brexit que personne n'a dans le pays, à peu près. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont retournés totalement et qui ne veulent plus de Brexit du tout. Pour ceux qui veulent un Brexit hard. Elle est en position entre les deux, où finalement, personne ne la suit globalement, je veux dire. De manière générale, je pense que la tête de Theresa May, Theresa May ne restera au 10 Downing Street que pour quelques mois encore. Enfin, ça fait 2 ans qu'on dit ça quand même. Oui. Si je puis me permettre, ça fait 2 ans qu'on dit qu'elle va quitter le 10 Downing Street, mais elle est encore là. Ouais, enfin là, vu la débâcle qu'il y a eu dans le gouvernement, ça semble quand même donc plus probable. En comptant les secrétaires d'État. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement cette histoire de référendum ne la dédouane pas un petit peu en fait? C'est-à-dire que moi, pour ma part, pour m'être documenté, j'ai l'impression que la personne de Theresa May compte un peu moins que le problème global que ça pose en fait. Et c'est plutôt non pas la crédibilité des hommes politiques qui est en jeu, mais plutôt la crédibilité de l'État britannique en fait, de l'État du Royaume-Uni. Donc de ce point de vue-là, je pense que Theresa May, même si elle avait un échec ou même si elle était tenue pour responsable de cet échec-là, disons, il y a quand même quelque chose un peu qui la dépasse
qui la dépasse et qui fait que bon, ce ne sera pas, je ne pense pas en tout cas que ce sera le martyr entre guillemets de ce moment un petit peu complexe en termes de politique. Je me permets juste de compléter ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a eu les cabinets qui ont approuvé l'accord. Donc, c'était Oui, le il y a gouvernement, 4 ouais. jours. Mm. Donc, là, il y Mercredi. a un sommet européen pour approuver. Ensuite, il passe devant. Ce sera mardi si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est le 25. Ensuite, en décembre, il y aura le vote du Parlement au Royaume-Uni. Oui. Et ensuite, il y a encore des votes au Parlement européen, puis au Conseil européen. Donc il y a encore une longue procédure avant que cet accord Ah oui, passe. bah, de toute façon c'est le 29 mars la sortie. Là-dessus, alors peut-être je risque de poser une question. Est-ce qu'on sait à peu près est-ce qu'on a un sondage par exemple auprès des États européens Européens. pour savoir s'ils sont pour ou contre? C'est Non. un accord qui a été pris entre l'UE à l'unanimité et le Royaume-Uni. Si ça répond. D'accord, oui, en effet. C'est-à-dire que les dirigeants se sont mis d'accord sur sur cet accord. Mais ça ne veut pas dire que les habitants des pays sont Ils d'accord. sont d'accord. Hmm. Alors, je remets pas la main sur ce que je cherche, mais bon. Alors, vous dites que c'est la crédibilité de l'État, Ryoma, qui est en jeu ici, de l'État anglais donc, enfin britannique. Et elle ne serait pas Theresa May martyr ici. Mais c'est-à-dire la crédibilité dans quel sens? C'est-à-dire est-ce que si finalement dans une hypothèse où cet accord ne passe pas le Parlement anglais et que finalement il y a rétropédalage, ce qui est possible, peu probable mais possible, donc no Brexit, le scénario du no Brexit et non pas du no deal, est-ce que ça remet en cause la crédibilité britannique, la crédibilité du Royaume-Uni? Disons exemple. que sur ce dossier, en tout cas, il me semble qu'il y avait une sorte de menace à la motion de censure à l'encontre de Theresa May Oui. qui avait été portée par les conservateurs quand Mm. même. Donc ce sont clairement les conservateurs qui sont plutôt pro-Brexit qui pourraient freiner le processus en fait. C'est ça qui commence à devenir un peu paradoxal. Donc on voit évidemment qu'il y a une intention de prendre le leadership et qu'il y a en fait d'autres personnes qui auraient envie d'avoir ce rôle-là. Et de ce point de vue, je pense que en fait, bon, quelque part d'un point de vue économique, en fait, l'Angleterre avait toujours réussi un petit peu à tirer son épingle du jeu. Je rappelle que la livre sterling n'a jamais, enfin, l'euro n'a jamais remplacé la livre sterling dans l'économie intérieure. Enfin, le Royaume-Uni n'a jamais fait partie de l'espace Schengen non plus. Voilà, donc il y a un certain nombre, de bénéfices qui sont attachés à l'Union européenne qui ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. Et donc de ce point de vue-là, il y a une forme de représentation, il y a une sorte de course en fait à la représentation de la volonté nationale entre guillemets, enfin au sens restreint quoi, du vote pro-Brexit. Qui un peu tire le gouvernement à U et à Dia. Et ce qui est en train de se passer, c'est une forme de division entre guillemets des différentes chapelles en fonction de leurs intérêts. Et je vois mal en tout cas comment une seule personne pourrait être tenue pour responsable de cette décision qui a été obtenue par un référendum en fait, donc une décision populaire. Je reprends ce qui me fait dire que Thérèse, sans le mauvais jeu de mots, ne passera pas le printemps. C'est Pas mal. justement, on a vu It que may occur. Ça c'est à moi ça. Ça fait deux. quand Johnson a démissionné, on a vu l'impact que ça a eu sur Joe ou Boris? Joe. Quand Joe a démissionné, on a vu l'impact que ça a eu sur la bourse anglaise. Donc on voit que là, ça commence à trembler en fait. Et il y a le système aux États-Unis, le système
au Royaume-Uni. Lapsus intéressant d'ailleurs. Des lettres de non-confiance. Alors je maîtrise pas totalement, mais grosso modo, s'il y a 48 lettres de non-confiance qui sont envoyées à je sais plus qui est responsable de ça. En gros, il y a un vote de confiance qui est voté dans le Parlement avec la possible destitution de Theresa May. Ça vaut motion de censure. Ça vaut motion de censure en France. Dans et au Royaume-Uni aussi, hein, puisqu'il y a aussi une motion de censure, ça existe. Je maîtrise pas la constitution. Ce que les Anglais, enfin ce qui sert de constitution, c'est ce que les Anglais. Je suis désolé, c'est vrai. C'est ce que les Anglais appellent vote of no confidence. Hein. Pardon. Est-ce que vous avez des mots à rajouter sur ce débat ? Sur ce débat, après, bon, je dirais que la situation est assez, est assez opaque en fait. Je sais pas comment dire. Il y a une forme de redécoupage, le redécoupage politique qui a l'air de s'opérer en ce moment. En fait, ne donne absolument pas finalement les suites, ne donne pas de trajectoire possible. On voit sans doute des oppositions assez classiques en termes d'économie pour ce que va être la suite, pour ce que va être la suite, mais on ne voit pas de projet émerger, de ce que sera le Royaume-Uni, dans l'Europe, et comment est-ce qu'on va après négocier, et comment est-ce qu'on va retrouver une forme de confiance auprès des anciens partenaires européens. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on aimerait entendre un peu plus, en fait, savoir. Dans l'hypothèse où le Brexit serait définitif, qu'est-ce qui va advenir de la perfide Albion, comme on disait. Moi, il y a un sujet qu'on n'a pas mis sur la table là, qui reste important, c'est même si ce traité passe, et donc avec la période de transition à ce moment-là, un an de transition, il reste le sort à régler de l'Irlande du Nord. C'est à ça que sert cette période de transition. Et je pense que je sais pas s'ils arriveront sur un débouché, parce que ça reste, on dirait, ça semble un problème insoluble, vraiment. Alors, dossier de l'Irlande du Nord. Est-ce que, j'aime pas vous faire des pronostics, parce que déjà moi je déteste les faire, mais est-ce que vous diriez que on pourrait se retrouver avec un Royaume-Uni où déjà on a vu jeudi devant la Chambre les indépendantistes écossais qui ont un petit peu tapé sur l'accord qui a été trouvé, et on entend aussi les Irlandais inquiets face à l'éventualité d'une nouvelle frontière physique entre les deux Irlandes, ce qui est interdit par le traité de Belfast. Bref, tout ça fait que est-ce que le Royaume-Uni ne risque pas ici l'implosion à nouveau ? L'implosion tout court. Je trouve il y a une période post-Brexit, juste après le Brexit, juste après le vote, on entendait beaucoup la question d'indépendance, notamment de l'Écosse, un tout petit peu de l'Irlande du Nord, mais ça semble des sujets beaucoup moins actuels maintenant, du point de vue de l'extérieur en tout cas. Je sais pas, moi, de la manière dont je le ressens. Donc je sais pas, peut-être la fièvre indépendantiste est-elle passée. Après, Nicola Sturgeon, qui est donc la première ministre écossaise, avait dit qu'elle voulait une indépendance de l'Écosse au moment du vote, mais elle s'était fait couper l'herbe sous le pied par Theresa May immédiatement, puisqu'il faut quand même l'accord de Londres. Et elle avait dit non. Ryoma, vous diriez qu'il y a un risque comme ça d'implosion, d'indépendance de certaines nations du Royaume-Uni ? Alors, d'ailleurs, c'est intéressant que vous parliez d'indépendance de nations, parce que ce ne sont pas des États. Voilà, parce que ce ne sont pas des États, et puis parce que après, ce serait déjà remettre en cause un petit peu l'unité nationale. On a un petit peu la même ici en France avec certaines revendications indépendantistes depuis longtemps, les Basques, les Corses. Bref, est-ce que Nouvelle-Calédonie. Voilà, mais est-ce que il y a les dom-toms, c'est encore c'est encore quelque chose de complexe, mais là pour le coup ce sont des territoires ce sont des territoires métropolitains si on essaye de caler ça sur la grille de lecture française, et la
principale difficulté, c'est de savoir si, même si l'État devait se morceler, même si les institutions devaient imploser, est-ce que bien la transition, enfin est-ce que la cohésion, on va dire ça comme ça, est-ce que la circulation des peuples, les échanges des peuples seraient mis en difficulté? Moi, j'ai pas cette impression-là. C'est-à-dire qu'il y a une forme de découplage en fait entre la volonté des peuples et des institutions. C'est ça qui facilite à mon sens, c'est ça qui facilite les velléités indépendantistes, mais c'est aussi ça qui fait que ce problème-là posera beaucoup moins de problèmes qu'une vraie guerre d'indépendance avec les armes, etc., pour arracher à l'État la souveraineté qui est réclamée. Et je suis plutôt optimiste. Bon, on sait que l'Écosse, par exemple, avait lors de forums internationaux pris des positions un petit peu à l'écart, disons, du Royaume-Uni dans son ensemble, notamment sur la politique écologiste. Enfin, je crois que c'était l'Écosse avait été, je crois, en 2011 ou en 2010, je crois, annoncé qu'il serait sans doute parmi les premiers États à être neutre en carbone. Bref, c'était une manière d'aller de l'avant sur une problématique économique en jouant un petit peu des coudes, en disant ouais, on n'est pas tout à fait dans le mainstream et on n'est pas soumis à Londres. Il n'empêche que globalement, bon voilà, ce qui va en ressortir, c'est que c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui va en récupérer le prestige. Donc de ce point de vue-là, voilà, il y a des petits soucis d'articulation dans les discours qui font que parfois le danger est décelé là où il n'existe pas. Ouais, mais donc pour vous, tout simplement, il n'y a pas de risque que ça implose d'une façon ou d'une autre. Alors, même en Irlande. Morcellement, moment de vide institutionnel, etc. Oui, ça c'est sûr, ça risque d'arriver. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une forme d'anomie ou une forme d'anarchie ou de moment de guerre civile. Non, mais après, ce que je vous demande, je parle simplement indépendance de bout entier du Royaume-Uni. Donc l'Écosse, l'Irlande du Nord. Pour être très clair, Écosse, Irlande du Nord. Écosse, Écosse, disons, Irlande du Nord, j'y crois pas. Écosse, ça peut changer, disons, la tendance peut changer. Et dans l'éventualité d'un no deal, donc ça veut dire au bout de la période de transition, toujours pas d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, ce qui est une possibilité, ce qui est envisagé par certains. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça donnerait. En tout cas, s'il y a vraiment un no deal, pour parler en des termes crus, ça fout la merde en Irlande. Puisque ça implique, c'est une des régions du Royaume-Uni qui a une frontière physique avec un pays de l'Union Européenne, donc il faut normalement une frontière physique. Dans cette éventualité, bien sûr, ça contrevient aux accords de Belfast. Est-ce que vous pensez que dans la perspective d'un no deal, alors ça c'est vraiment de l'imagination, le Royaume-Uni pourrait carrément demander à l'Irlande de sortir aussi de l'Union Européenne? Parce que bien sûr, ça c'est une solution aussi. Hein. Non, je pense que l'Irlande ne sortira pas de l'Union Européenne. Ils ont peu d'intérêt, je pense. Puis en plus, ils ont l'euro. Et c'est plutôt l'Irlande. Ils vont plutôt demander à l'Irlande du Nord. Enfin, c'est parce que la proposition de l'Europe finalement, c'est de dire l'Irlande du Nord reste dans l'Union Européenne. Enfin, garde les réglementations de l'Union Européenne. Comme ça, pas besoin de frontières entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Et comme ça, on respecte les accords de Belfast. Mais ce que, bien sûr, Londres n'a pas envie. Oui, sauf qu'il y a aussi un autre point, c'est que le Royaume-Uni entier, pendant la période de transition, reste dans l'Union Européenne. Dans l'Union douanière. L'Union douanière, oui. Je sais pas, alors je me rappelle un peu l'exception de l'Alsace-Lorraine. Bon, il peut y avoir... Moselle. Pardon, Moselle. Rendez-nous.
C'est un peu suranné comme slogan, mais bon, bref, tant pis. Pas grave. Mais il y a par exemple cette solution-là, c'est-à-dire qu'il y a un code civil français avec un droit commercial allemand en Alsace-Moselle. Donc, je sais pas, il me semble qu'il y a pas mal de solutions intermédiaires. En fait, on pourrait trouver des choses, mais je vois mal l'Irlande revenir sur ce petit succès auprès des entreprises de télécom et d'informatique, voilà, de tenir un discours qui reviendrait à dire in fine que l'euro était une erreur. Ça, j'y crois pas du tout. L'Irlande du Nord se détacher. Bon, il y a les raisons religieuses. Il y a quand même la raison religieuse. Je suis pas sûr que comment dire ce soit si simple que ça. Et enfin, il y a aussi la possibilité tout simplement de négocier une sorte de frontière, voilà, un statut de frontière et de réglementer de manière un peu spécifique, sur mesure, le passage des biens et des marchandises à cet endroit-là. C'est aussi un peu l'esprit de l'Union européenne, et je pense pas que, alors même s'il pouvait y avoir une forme de scission sur la forme, cette histoire et cette tradition de compromis, à mon avis, n'en serait que sollicitée de nouveau. Alors, un dernier point sur ce débat qui m'est inspiré par un article du Parisien aujourd'hui. Voilà, dans les pages débat du Parisien, il y a une tribune qui est signée par Bernard Cazeneuve et Lord Robertson pour... Je cite exactement ce qui est écrit en titre. L'alliance franco-britannique demeure plus importante que jamais pour la sécurité de l'Europe. Bref, en termes de défense, ce qui est noté d'ailleurs dans cette tribune, c'est que les deux premières armées européennes, c'est l'armée française, et l'armée britannique. À l'heure où on parle d'une Europe de la défense, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Bref, est-ce qu'il faudrait quand même que ce soit indiqué d'une façon ou d'une autre dans les différents accords à venir que cette question de la défense, en réalité, on n'en a pas parlé une seule fois, mais ça a quand même une certaine importance dans le Brexit, parce que forcément, le Royaume-Uni ne pourra jamais contribuer à une potentielle armée européenne. Un point sur question de défense. Clément. Question de défense. Aucune idée. Non, je m'attends touche vraiment. Parce que, alors, pour ce qui est de l'armée européenne, on reprend un peu le contexte. Je citerai pas les traités, mais il y a une forme de complexe européen qui fait que d'une certaine manière, on est d'accord pour avoir un projet en faveur du maintien de la paix, mais une réticence à accepter la coercition, à plancher sur la coercition et sur la création d'une force armée. La preuve, le premier échec entre guillemets de ce projet-là, c'est quand même On va pas refaire l'historique, on va pas refaire la CED. Bon, d'accord, pardon. Mais voilà, bon, il y avait la Yougoslavie et donc voilà des petits problèmes depuis ce moment-là, et c'est vrai que depuis, les choses ont quand même considérablement évolué. Il y a eu maintenant, il y a la menace terroriste en fait qui a fait changer beaucoup de choses et qui faisait un peu espérer, qui de fait a considérablement renforcé les coopérations, la collaboration entre services de renseignement. En ce moment, entre autres la France et le Royaume-Uni d'ailleurs. Voilà, Interpol par exemple, est aussi une forme de, est aussi quelque part un bastion entre guillemets de ce projet-là. Et récemment, moi j'ai l'impression que depuis qu'on polémique un peu sur Asia Bibi, en fait, les différents pays européens ont du mal à trouver une voie commune pour, il y a des pays qui refusent par exemple de donner l'asile, qui n'ont pas pu proposer l'asile à la Pakistanaise persécutée pour blasphème parce que potentiel trouble à l'ordre public. Et il y a d'autres pays qui sont prêts à l'accueillir, et en ce moment je vois une forme de division entre ces deux pays, entre ces deux groupes de pays.
Ça n'est pas une menace majeure pour le projet européen d'une force de défense ou de capacité militaire. Il n'empêche que pour donner une voix commune au Parlement et trouver une perspective commune, c'est un peu plus compliqué. Bon, alors vous m'avez pas répondu, c'est pas grave. Mais Mais je repose ma question. on y Résultat. ira, c'est pas grave. Si vous voulez, depuis des années, on le dit, on le répète, le Royaume-Uni, la France collaborent en termes de défense. Est-ce que ça doit rester? Est-ce que pour vous, c'est essentiel encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il faut, il faut par exemple mettre en commun les renseignements. Ça me paraît, les services de renseignement, ça me paraît évident. Il y a déjà, pour la politique migratoire, il y a, malgré toutes les critiques qu'elle essuie, il y a une volonté commune, en fait, de délimiter finalement l'espace de sécurité européen. Et donc de ce fait, on peut aussi se réjouir que les choses soient, que les objectifs soient clarifiés. Après, par exemple pour les capacités nucléaires, c'est pas encore évident parce que Euratom, permet pas de tout gérer. Il n'empêche. Il y a 2 puissances nucléaires en Europe, c'est le Royaume-Uni et la France. Voilà, c'est sûr. Le reste, c'est le parapluie américain. Voilà, le reste c'est le parapluie américain, l'OTAN, bref. Et oui, ça paraît essentiel aujourd'hui que la collaboration donc entre France et Grande-Bretagne perdure. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que le Brexit n'est pas forcément une bonne chose. Clément? Ouais. D'accord. La défense. Non, mais. Vraiment rien. Rien. Ah non, mais... la collaboration entre la France et le Royaume-Uni sur les questions de défense ça doit se poursuivre. De toute façon, je pense que les accords, entre les services de renseignement vont perdurer, je pense. Je pense que de toute façon, il y aura des accords bilatéraux qui seront dressés de toute façon. Limite, on devrait même pas se poser la question, quoi. Oui, je pense. Bon, et ben merci à tous les deux en tout cas d'avoir débattu du Brexit ce soir sur LVE. La question de la semaine revient en janvier. Et j'ai dit janvier, mais non, ça revient même pas en janvier. Ouh là là, ça revient en février. Eh ben ouais, parce qu'on va prendre quelques petites vacances histoire d'aller passer quelques examens. Ça c'est moins drôle. Merci de nous écouter. L'actualité en bref, tout de suite.